Bienvenue dans votre émission La chaise rouge de Dr Kodom. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur donc de recevoir un monsieur assez particulier, monsieur Lazare Ngakoba. J'aurai l'occasion donc de me prêter à cet exercice que j'ai l'habitude de faire dans cette émission, c'est de répondre à toutes ces questions sans filtre. Bienvenue dans cette émission, toujours le même plaisir donc de vous recevoir. Vous avez fait la demande, elle est acceptée, je suis à vous, posez-moi toutes les questions et ça serait sans filtre. Relancez-moi si vous n'êtes pas satisfait de ma réponse et ça serait toujours le même plaisir. Merci beaucoup, professeur. Je suis très honoré de me retrouver dans votre émission. Je suis signé Ngakoba Kuchando Lazare. Je suis enseignant de français au lycée de Bepota. Je suis encadreur du club SOS Dr TV dans ce lycée. Tout à fait. Je suis encadreur formateur de SOS Dr TV. Tout à fait. Et je suis docteur en analyse du discours et sémiotique appliquée à l'université de Lomé. Parfait. Merci de m'avoir accueilli. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Et à vos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivez, à tous les jeunes, tous les membres des clubs santé, je salue ici tous les présidents, toutes les présidentes de ces clubs qui fonctionnent, qui travaillent, qui mobilisent donc les jeunes autour de ces valeurs. Salutations les plus fraternelles, bonne et heureuse année 2026. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je me prête encore une fois à vos questions. Je répondrai, je vous promets que ça serait vraiment sans langue de bois et sans tabou. Vous avez la parole. Alors, merci beaucoup. Puisque l'occasion m'est offerte, je m'en vais donc me lancer face au mur. Allez-y. Ma toute première question est plus ou moins, ou bien prendre une dimension beaucoup plus continentale. Je voudrais poser la question afin de savoir, étant donné qu'aujourd'hui, la question de la malnutrition est un problème majeur en Afrique, quels sont selon vous les moyens, les mesures à prendre pour améliorer ou bien pour mettre en place la sécurité alimentaire et nutritionnelle? Merci pour la question. Parlons-en sans tabou. Effectivement, les questions de malnutrition ou de sécurité alimentaire en Afrique constituent, quoi qu'on dise, une problématique qui fait un peu honte. J'explique. Lorsque vous voyez le nombre de saisons, lorsque vous voyez la pluviométrie, lorsque vous voyez toutes les réserves d'eau sur le continent, il est quand même, après 50 ans, 60 ans d'indépendance, avec tous les agronomes, tous les ingénieurs, les techniciens supérieurs que nous avons en agronomie, en ingénierie agricole, ce n'est pas normal qu'on soit à ce niveau. Ça, c'est un fait. Vous l'avez notifié. Par contre, ou en revanche, ce que nous devons peut-être essayer d'expliquer, c'est que nous devons tabler notre communication autour de 3 éléments clés. Le premier élément, c'est d'assurer la mécanisation donc de cette agriculture. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu la démographie, le nombre de la population africaine qui tourne autour de 1,5 milliard, 2 milliards bientôt, c'est que on ne peut pas continuer à exploiter nos champs avec la roue et le coupe-coupe. Il faut quitter, il faut aller au-delà, il faut mécaniser l'agriculture, encore moins aller vers la traction animale, organiser l'agriculture autour de la traction animale afin que justement on puisse augmenter la capacité de production. Ceci étant, ce premier aspect étant relevé, il faut essayer de pérenniser, aller vers la transformation de nos produits. Déjà, avec cette agriculture que moi je qualifie de rudimentaire, d'artisanale, avec la roue et le coupe-coupe, on se rend compte d'ailleurs que en saison de production, les produits récoltés, quelquefois, ne sont pas transformés à dessein et pendant la saison creuse ou morte, vous allez voir qu'il y a pénurie justement donc de ces nourritures ou bien de ces produits qui ont été produits en quantité relativement suffisante, relativement, je le dis ainsi, et donc on doit penser à la transformation. Et le troisième pilier, c'est la commercialisation, bien le marché intra-africain que nous devons donc encourager. Il y a des zones qui sont difficiles. Lorsqu'on prend le Sahel aujourd'hui, on peut à suffisance parler parce que la question, elle est beaucoup plus holistique, beaucoup plus vue sur le plan continental. Donc, il y a des régions, par exemple, nous prenons la région des Grands Lacs, précisément la RDC, le Gabon, c'est des zones franchement
fertile et que la production dans ces pays peut couvrir donc les zones arides ou difficiles de production. Donc pour moi, il est important de voir cet aspect-là et imaginer comment nous pouvons donc développer notre agriculture sur le plan continental en essayant de conjuguer, de faire en sorte que les zones de production puissent servir aux zones qui sont difficilement donc exploitables sur le plan agricole, ou peut-être vous allez voir que dans ces localités, l'élevage est beaucoup plus florissant. Donc, voilà un peu comment je vois la sécurité alimentaire en Afrique, se reposant bien entendu sur les 3 piliers. Et dans la pratique, ce qu'il faut encourager, c'est qu'au cours de nos formations, nous devons amener les jeunes à s'intéresser donc à cette agriculture de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus, je l'ai dit, mécanisée, pour que l'agriculture ne soit pas vue comme un métier ou bien un secteur qui n'est pas valorisant, mais plutôt un secteur qui doit vraiment aider l'Afrique à aller vers une sécurité ou bien une autonomisation donc de son capital alimentaire pour pouvoir nourrir les filles et les filles donc de ce continent. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, professeur. Alors, je peux donc comprendre essentiellement que pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle africaine, il va falloir 3 piliers, à savoir la mécanisation agricole, la transformation et la commercialisation intra-africaine ou interafricaine. Merci beaucoup. Revenons maintenant à ma deuxième question qui aborde beaucoup plus le fonctionnement des clubs SOS Docteur TV. Nous avions vu, étant donné que nous sommes nous-mêmes membres des clubs SOS Docteur TV, nous avions vu que ces clubs-là impactent fort heureusement les enfants qui ont commencé déjà à donner leur corps et âme pour sa réussite. Et la remarque est que c'est au niveau du collège et du lycée. Alors, je me pose la question, qu'est-il pour les élèves du primaire? Alors, la question, elle est bien posée. Je comprends parfaitement l'enjeu et la problématique. C'est-à-dire, pour vous, aujourd'hui, c'est qu'il faille réfléchir de façon à ce que les tout petits, les plus petits, c'est-à-dire déjà au cours primaire, qu'on amène cet élan de connaissances, de vulgarisation, donc des connaissances autour des questions de santé publique. C'est vrai que au niveau de M-Afrique, nous avons mûri vraiment en profondeur cette dynamique et j'avoue qu'elle n'est pas négligeable, elle n'est pas du tout à négliger. Par contre, nous avons estimé qu'en prenant la tranche collège-lycée, c'est-à-dire secondaire 1 et 2, ciblant l'âge compris entre 10 et 18 ans, on se retrouvait sur une portion transversale. Transversale dans ce sens où, lorsque vous allez prendre un enfant de 10 ans, 14, 16, 18 ans, il a certainement un petit frère au cours primaire. Lorsque vous prenez toujours cette portion, vous allez voir que la raison, l'esprit critique est en train d'être formaté. Donc, l'enfant peut discuter, peut amener l'information à la maison de façon claire et précise aux parents. Donc, pour nous, en agissant sur cette tranche, on se dit, si le message est bien articulé, si le contenu est maîtrisé, ces derniers peuvent parler à leurs jeunes frères, à leurs petits qui sont au cours primaire, en leur inculquant les bonnes manières. Également, une fois à la maison, ils peuvent communiquer avec leurs parents en leur disant que non, maman, on nous a dit que, et essayer de discuter avec la maman sur des termes ou bien des concepts assez édifiants avec des argumentaires parce que on estime que déjà à partir de là, du collège et du lycée, il y a quand même des matières qui amènent les élèves à maîtriser les notions de développement, des concepts et des théories. Donc, lorsque nous avons conçu ce projet, il y avait cette dimension-là que nous avons prise en compte, mais après analyse, on s'est dit que ça serait quand même trop grand, parce que pour le cas du Togo, nous avons environ 4000 clubs, que ce soit du privé, du public et du confessionnel. Ça fait pratiquement 4000 clubs, et ça, c'est au niveau des collèges et des lycées. Si on devait ajouter les écoles primaires, les établissements du primaire, on allait tourner autour de 10 000 établissements et c'était de trop. C'était vraiment difficile pour la taille d'une ONG de piloter 10 000 clubs et réussir avec des impacts que nous avons donc estimés. Donc il fallait commencer quelque part et travailler de façon collégiale avec les entités fortes
comme vous, les encadreurs, les enseignants. Et c'est d'ailleurs ici le lieu de remercier très sincèrement, de façon vraiment, en toute humilité, l'engagement, le soutien que nous avons eu de la part du corps enseignant dans toutes les préfectures, dans toutes les inspections, pour soutenir donc la mise en œuvre, le déploiement donc de ce projet dans les collèges et lycées du Togo. Donc pour nous c'était un choix, mais aujourd'hui on se rend compte aussi que dans certaines écoles primaires, les enfants de 9 ans, 10 ans, enfin les enfants, je ne veux pas trop exagérer pour que les gens disent ah peut-être que j'exagère, les enfants de 11 ans qui sont au CM2 tombent enceintes, on a des cas. C'est déplorable, mais nous voulons que vraiment les aînés, ceux qui sont au collège et au lycée, comprennent que déjà, même ce que nous avons comme objectif à atteindre chez eux, c'est de les responsabiliser. Un élève, un collégien, un lycéen responsabilisé peut être un bon vecteur pour sensibiliser donc les plus jeunes et ramener l'information, la bonne, à la maison pour sensibiliser les parents parce que la plupart du temps, à cet âge-là, tout parent est tout cuit par rapport à ce que son enfant amène de l'école, surtout en termes de sensibilisation. Donc pour nous, c'est de s'appesantir sur cette frange de la population, de ces jeunes qu'on veut rendre plus responsables, consciencieux sur les enjeux de santé publique pour pouvoir impacter la communauté. Merci beaucoup, professeur. Ma troisième question concerne beaucoup plus le diabète et l'hypertension qui sont en expansion Oui. sur les terres africaines. Exactement. Alors, selon vous, quels sont les moyens pour prévenir et pouvoir gérer ces deux? Alors, c'est vraiment les deux sujets ou du moins les deux pathologies qui inquiètent aujourd'hui les données en termes de santé publique. La probabilité aujourd'hui pour un sujet, un jeune travailleur instruit d'avoir l'hypertension artérielle en Afrique et particulièrement au Togo double pratiquement sur les 15 dernières années. On attendait avant à atteindre 50 ans, 60 ans, parce que c'est vrai, l'hypertension, l'un des facteurs les plus décrits, c'est l'âge, le vieillissement donc des vaisseaux, la rigidité des vaisseaux en lien avec la sénescence. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de l'hypertension, les HTA idiopathiques. Il n'y a pas de cause apparente, mais lorsqu'on fouille un peu plus, on se rend compte qu'il y a certains facteurs quand même qui sont cachés, à savoir le stress professionnel, les aléas de la vie, tout ce qu'on voit aujourd'hui comme influence extérieure favorise donc la survenue donc de ces pathologies. En revanche, lorsqu'on prend le cas de diabète, on se rend compte aussi à suffisance que c'est une maladie liée à la malbouffe. Tout ce qu'on achète dans les supermarchés, tout ce qu'on achète comme produit transformé, hyper transformé aujourd'hui, montre à suffisance que ce que nous bouffons, ce qui devait être un alicament, devient maintenant sujet à nous exposer à certaines maladies. Et donc, que ce soit le diabète ou l'hypertension, le facteur nourriture est très décrit dans la survenue donc de ces pathologies qui aujourd'hui déciment pas mal de personnes, surtout en Afrique. On avait pendant longtemps pensé que justement c'était des maladies de l'Europe, mais aujourd'hui ces maladies entre guillemets occidentales s'africanisent et c'est très inquiétant. C'est le lieu vraiment de passer l'information aux plus jeunes. Lorsque vous allez même dans les écoles aujourd'hui, dans les collèges et lycées, même au niveau du primaire, c'est très inquiétant. Vous allez voir que ce sont des jus qu'on vend et des jus hyper sucrés. Pour ça, ça crée de l'addiction. Les enfants aiment ça parce que c'est sucré, mais derrière, c'est des maladies qui se greffent et nous devons donc commencer par résoudre le problème au niveau donc de nos écoles à travers la sensibilisation et essayer d'éradiquer, de stopper, même voir la commercialisation, interdire la commercialisation donc de ces bonbons, de ces produits qui en réalité nous causent des problèmes. Ça sert à quoi d'exposer les enfants à des maladies qui vont les détruire déjà à partir de la quarantaine parce que les habitudes étaient vraiment une seconde nature.
Ils ont commencé par mal manger au cours primaire lorsqu'ils étaient tout petits et il n'y a pas une force pour les interdire et ils vont continuer comme ça malheureusement lorsqu'ils seront en âge de travail, d'être efficaces, d'être productifs, ils seront contraints à gérer leur état de santé en allant à l'hôpital et malheureusement ça fait un manque à gagner énorme sur le système et nous pensons à suffisance que nous devons justement continuer la sensibilisation surtout chez les tout-petits pour que certaines pratiques qui exposent à ces deux grandes maladies puissent être éradiquées à travers la sensibilisation et à travers l'interdiction donc de mise sur le marché de tous ces éléments qui favorisent donc la survenue donc de ces maladies. Merci beaucoup, professeur. À présent, je vais m'intéresser à une question relative à la santé mentale. Tout à fait. Quand je parle de la santé mentale, j'aborde la question des valeurs. Oui. Et le grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui a écrit La Kabbale juste pour débutants, Oui. a écrit qu'un futur sans valeur est un passé décomposé. Cela va sans dire que on devrait assurer le futur en transmettant les valeurs. Et aujourd'hui, d'aucuns pensent que si on aura un futur sans valeur, cela serait dû aux exactions dues, n'est-ce pas, à l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que vous partagez cette vision? Est-ce que, selon vous, les réseaux sociaux aujourd'hui paralysent tout de même la transmission des vraies valeurs à nos jeunes Africains et pourraient paralyser donc l'élan ou bien l'essor de l'Afrique? Alors, à cette question, je pense que vous avez, à travers votre explication et argumentaire, touché du doigt une réalité qui est celle-ci, la déshumanisation donc de nos sociétés à travers donc les réseaux sociaux qui prennent le dessus sur certaines valeurs qu'on pouvait acquérir à travers les échanges interculturels et interpersonnels. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui ont des amis, des abonnés de 10 000, 20 000, mais en réalité, tout est fictif. Et lorsque vous rentrez dans une maison aujourd'hui, tous les enfants, tous les parents, chacun sur son portable, à peine ils ont l'occasion, l'opportunité donc d'échanger les civilités, encore moins discuter sur des valeurs justement de nos sociétés, de nos réalités. Et c'est là où je vous donne parfaitement raison en disant que nous devons faire extrêmement attention par rapport à l'utilisation abusive des réseaux sociaux parce que justement derrière tout ça il y a de l'addiction. Vous convenez avec moi que d'ailleurs lorsque vous vous réveillez à 3h, 4h du matin, le premier réflexe que l'on a aujourd'hui c'est de prendre son portable, voir s'il y avait un message, lequel on ne sait pas. C'est pas un concours qu'on veut donner, le résultat d'un concours qu'on a passé, qu'on veut consulter, mais on est attiré à prendre cet outil et regarder, perdre le temps et casser le rythme du sommeil. Et tout ça, justement, vous l'avez dit, ça crée des maladies induites, des maladies collatérales dont la cause peut être recherchée sur plusieurs plans, mais ça serait méconnu. Ça serait certainement lié à ces utilisations abusives donc des outils qui cassent l'élan de sommeil et vous allez vous réveiller parce que vous êtes contraint à aller au boulot, mais vous n'êtes plus efficace. Et à force de cumuler ce stress, vous allez avoir des problèmes d'ordre de santé mentale. Et ça, je pense que nous devons effectivement réfléchir sur l'utilisation rationnelle de ces outils au risque de complètement déshumaniser donc nos sociétés et nous allons vers une perte de nos valeurs. Et il y a un autre élément important sur lequel je voulais peut-être m'appesantir, c'est cet outil auprès donc de la jeunesse. Les jeunes, vous voyez, pour moi, on peut tout dire, voilà, sur les portables, on peut faire des recherches, mais lorsque on fait aujourd'hui une enquête pour voir si les élèves utilisent ces outils, ces portables pour faire des enquêtes, enfin pour faire des recherches en lien avec ce qu'ils étudient à l'école, on se rendra compte que c'est à peine 1%, voire même moins de 1%. Ce sont des causeries entre camarades, des causeries de façon déconstruite pour aboutir à quoi? À des pertes de temps. Donc, et ces pertes de temps résultent aussi des conséquences liées au fait que l'éducation parentale va prendre un coup dans ce sens. Et je m'aligne totalement
en vous disant, hein, devant caméra, que pour moi, nous devons essayer de travailler sur ce grand fléau des temps modernes qui constitue l'usage, l'utilisation abusive donc des réseaux sociaux qui peut déconstruire notre tissu social. Merci beaucoup, professeur. En me référant à l'œuvre Et demain l'Afrique de Edem Kodjo, il a souligné que les ressources humaines constituent un élément très utile pour le développement de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une réalité, laquelle c'est que il y a des maladies qui envoient directement les âmes dans l'au-delà. Je veux parler par exemple du sida, je veux parler aussi bien du paludisme. Tout à fait. Quels sont vos mots? Qu'est-ce que vous auriez pu dire en termes de conseils pour peut-être prévenir le paludisme, gérer aussi bien des conseils relatifs, n'est-ce pas, au comportement que les jeunes doivent mener afin d'éviter le sida? Alors, deux grands problèmes aussi, vous avez su toucher après l'hypertension artérielle et le diabète qui sont des maladies classées comme maladies non transmissibles. Vous faites allusion maintenant aux maladies transmissibles, à savoir le paludisme et le VIH-Sida. Et sur ces deux éléments, je pense que il y a lieu quand même de continuer par réfléchir sur les systèmes de lutte qui ont été donc mis en place depuis bientôt 30 ans, parce que les premiers cas de VIH donc ont été décrits dans les années 80 par le professeur Louis Montagnier, mais aujourd'hui on se rend compte que vraiment il y a une recrudescence ou du moins une augmentation donc de ce virus au niveau de la population jeune. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il y ait ce relâchement en termes de sensibilisation, prévention pour lutter contre cette maladie? Je pense que nous pouvons discuter et apporter des éléments de réponse, surtout en termes de stratégie. Mais pour la question telle que vous l'avez posée, je vais rapidement relever trois niveaux de mécanismes qu'on peut mettre en place. Tout d'abord, c'est de donner la bonne information à la population. Aujourd'hui, déjà dès le départ, le VIH a été une maladie dont la communication n'a pas été bien articulée. On voyait le SIDA comme celui-là qui est déjà mort et qu'il faut vraiment tout faire pour l'éviter, l'écarter, ne même pas discuter avec lui. 30 ans après, on aborde une autre facette de la maladie, c'est de travailler sur la non-stigmatisation donc des personnes porteuses du VIH. Donc à ce niveau, je pense que il y a vraiment lieu de réfléchir pourquoi on a raté la communication. Aujourd'hui, les gens ont peur de faire le dépistage justement parce qu'ils se disent mais si je fais le dépistage, on me déclare porteur du VIH, je risque d'être marginalisé dans la population. Et donc, vous voyez, il y a un effort à faire à ce niveau parce que justement, avec l'avancée donc des médicaments, de la science, aujourd'hui, on peut être porteur du VIH et avoir un comportement responsable et éviter la transmission et assumer comme si c'était une maladie infectieuse qu'on a acquise. Mais voilà, on doit tout faire pour ne pas contaminer autrui et mettre des mécanismes pour sanctionner ceux qui volontairement infectent les autres. Mais tu vis avec ton VIH, tu prends ton médicament, tu peux avoir des enfants, fonder ta famille et vivre. Mais savoir que, moi j'ai le VIH, je dois tout faire pour ne pas contaminer parce que la loi interdit à ce que je contamine sciemment les autres personnes. Et là, vous prenez vos médicaments qui sont très bien subventionnés aujourd'hui, même si Donald Trump a coupé les subventions, je pense que les États doivent prendre leurs responsabilités pour pouvoir disponibiliser justement ces médicaments et amener les gens à éviter d'être stigmatisés. Et ça, c'est très important. Le troisième élément, c'est qu'il y a aussi des médicaments aujourd'hui pour éviter la contamination. C'est les PrEP, c'est des médicaments qu'on peut rapidement prendre lorsque on est exposé. Ces médicaments sont accessibles dans les formations publiques, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais la communication n'est pas faite autour de ces méthodes contraceptives. Aujourd'hui, vous prenez le risque de contamination, vous allez prendre le médicament, même avant le rapport sexuel aussi, ça existe. Et ça,
C'est pas moi qui l'invente, c'est connu depuis bientôt 3, 4, 5 ans sous nos tropiques. Mais la communication n'est pas faite dans ce sens. C'est-à-dire pour nous, c'est de tout faire pour que les gens puissent faire le dépistage, puissent prendre les médicaments et éviter de contaminer la population. Et vous allez voir que la maladie va se stagner. Toutefois, le dernier élément que je voulais dire, c'est le dépistage systématique auprès des femmes enceintes pour freiner la contamination chez les enfants. Donc, lorsque le dépistage est fait lors donc des consultations prénatales, le personnel médical peut s'assurer et prendre toutes les dispositions nécessaires et idoines pour protéger la naissance qui vient. Parce que justement, cet enfant qui vient au monde n'a pas demandé de venir au monde par une mère séropositive. Donc, nous avons la responsabilité en tant que professionnels de santé de tout faire pour protéger aussi la santé de ce dernier ou bien de cette dernière, de cette fille, de ce nouveau-né qui vient au monde et qui a le droit aussi de vivre en bonne santé. Donc, voilà les 4 piliers sur lesquels, selon moi, on peut juguler donc le fléau du VIH dans nos pays. En revanche, par rapport au paludisme, le paludisme, je l'ai toujours dit, c'est une maladie en lien avec la précarité de notre système d'urbanisation de nos villes ou bien de l'insalubrité. C'est un problème d'assainissement. Il y a des pays comme le Cap-Vert aujourd'hui, l'île Maurice, où ils sont entourés d'eau, mais ils ont pu éradiquer le paludisme dans ces pays. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui ont mis beaucoup l'accent sur les questions d'assainissement, la gestion des égouts. Lorsque vous avez des égouts ouverts, des eaux stagnantes, verdâtres, noirâtres, à ciel ouvert, les gîtes larvaires vont se multiplier et ces larves, lorsqu'elles vont éclore, les moustiques vont rentrer dans les maisons. Et c'est en amont que nous devons agir. Et pour moi, ce sont ces leviers sur lesquels nos pays doivent vraiment réfléchir pour voir comment aller vers la lutte anti-larvaire pour pouvoir donc diminuer la prolifération des moustiques et pourquoi pas éradiquer donc ces fléaux. Ici, il faut noter que plus de 600 000 décès chaque année sont enregistrés, 600 voire 700 000 décès sont enregistrés pour le seul compte du paludisme en Afrique au sud du Sahara. C'est énorme. C'est pratiquement la première cause de maladie chez les enfants de 0 à 5 ans. Je pense que les réflexions doivent être menées dans ce sens pour voir comment donner la chance à nos tout petits enfants de vivre, de grandir sans mourir donc du paludisme. Merci beaucoup, professeur. Avant la médecine moderne, l'Afrique avait sa médecine. Aujourd'hui, cela est appelé la médecine traditionnelle. Oui. Alors, je voudrais savoir, selon vous, dans quelle mesure pourrions-nous intégrer la médecine traditionnelle dans le système sanitaire moderne? Ça, c'est mon vœu, c'est mon souhait. Nous avons travaillé beaucoup là-dessus également. Et aujourd'hui, au Togo, nous avons pratiquement une cartographie de près de 4500 professionnels de santé qui pratiquent la médecine. J'aime pas le terme traditionnel, j'aime plutôt utiliser l'expression médecine africaine. Parce que traditionnel, c'est par rapport à la modernité, cette modernité qui a été donc importée. Et donc, par rapport à la médecine conventionnelle, je préfère même cette appellation de médecine conventionnelle et la médecine africaine pour montrer à suffisance que ces deux médecines doivent collaborer, cohabiter pour le bien donc de nos populations. Ceci dit, vous savez, une étude a été faite, je pense en 2018, au Togo, précisément à Lomé, dans la capitale togolaise, où, tenez-vous bien, 80% de la population avait recours à la médecine traditionnelle. Pour preuve, lorsque vous allez dans tout type de marché, vous allez voir 1, 2, 3 bonnes femmes qui vendent des plantes, des feuilles séchées chaque jour. Et ce sont des gens qui vont acheter. Mais cette femme, je sais pas quel mot, ce docteur, ou bien cette infirmière, ou bien cette phytothérapeute, pour utiliser le mot juste, personne ne la considère dans le système sanitaire. Mais elle est tout le temps au marché, au vu, au sud de tout le monde, et elle vend cette décoction. Et donc, je pense que nous devons réfléchir, aller au-delà de nos émotions, de se sentir vraiment au-dessus d'une forme de pratique médicale pour intégrer ces derniers en les tendant la main,
en les tendant la main dans la mesure où, si on part du principe que nous pratiquons une médecine conventionnelle, une médecine dite moderne, c'est que nous sous-estimons une pratique. Et pour corriger les mauvaises pratiques faites par cette dite médecine, c'est à nous d'aller les tenir par la main, les orienter, les organiser pour que justement nous puissions sauvegarder les acquis de nos plantes médicinales qui malheureusement sont en voie de disparition. Voilà un peu ce que je veux dire et profiter en même temps, saluer tous les efforts qui ont été faits dans ce pays justement pour réorganiser cette médecine africaine togolaise autour donc des différentes fortes, des entités fortes, j'allais dire préfectorales et régionales où aujourd'hui vous allez voir que pratiquement dans toutes les préfectures, il y a un début d'organisation de ces praticiens de la médecine africaine togolaise pour pouvoir les sortir de la lormière et pouvoir les valoriser, reconnaître leur mérite parce que dans les villages, c'est eux qui pratiquent. Les gens vont plus les voir qu'ils n'aillent dans nos formations sanitaires et de la médecine conventionnelle. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, professeur. À vos côtés, nous apprenons toujours. Et j'aurais bien voulu vous poser une toute dernière question. Allez-y. Et cette question est relative à vos investigations. Oui. Nous avions remarqué que vous aviez créé M-Afrique. Vous initiez des opérations au sein de la société. Et comme si cela ne suffisait pas, dans les établissements, vous aviez installé les clubs santé SOS Docteur TV. Et cela m'amène à vous poser la question, quelle Afrique future entretenez-vous dans votre univers imaginaire? Alors, dans mon univers imaginaire, l'Afrique dont je rêve, c'est l'Afrique dans laquelle la jeunesse prend conscience qu'elle doit bâtir l'Afrique. Et pour moi, en m'investissant aujourd'hui dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, je vois un vivier. L'espoir de l'Afrique se résume autour de cette tranche. Nous sommes déjà passants. Je me vois un peu déjà décalé. Tout à fait. Dans ma tête, je me dis, ce sont ces jeunes de 14, 15, 16 ans. Et Donald Trump l'a montré à suffisance lorsqu'il a pris le pouvoir pour son deuxième mandat. Ceux qui ont analysé le système de gestion gouvernementale, c'est des jeunes de 17, 18, 19, 20 ans. Ça montre à suffisance que ces jeunes ont de la capacité et ne sous-estimons pas notre jeunesse. Nous devons la faire confiance à 3 niveaux. Les rassurer qu'ils ont leur place dans un futur proche. Deuxièmement, leur donner les capacités de se responsabiliser très tôt. Parce que lorsque vous minimisez les capacités de quelqu'un, il sera responsable à 30 ans. Mais si déjà à 15 ans, vous lui dites, écoutez, vous avez toutes les facultés pour être responsable. Voilà ce que je vous donne. Gardez ça jalousement. Dans une semaine, venez me faire le rapport de ce que vous avez fait de ça. Il viendra tout bonnement faire le rapport après le délai que vous l'avez donné. Et petit à petit, vous construisez leur personnalité. Et troisième niveau, c'est de leur dire, les marteler qui sont les bâtisseurs. L'Afrique doit construire à travers leur engagement, leur mental, leur leadership. Et c'est ce que nous essayons de véhiculer à travers les clubs santé. Et ça, c'est ça mon imaginaire. Ne pas espérer que demain l'Afrique va grandir, c'est démissionner et commencer par peut-être quitter l'Afrique pour aller s'héberger ailleurs pour vivre le présent qui est déjà radieux là-bas pour nous. C'est que nous devons voir notre Afrique natale se développer par la jeunesse, d'où l'investissement que nous faisons pour que justement au soir de nos jours, nous puissions voir des jeunes qui vont bâtir quelque chose de solide, d'attrayant, de joli, pour que nous puissions aussi espérer avoir contribué à la construction de cet édifice. Merci beaucoup, professeur. Comme je le disais, j'ai fini mes questions et vous remercie pour vos réponses assez claires et très convaincantes. Merci beaucoup. C'est toujours le même plaisir. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes à travers les éléments de réponse que j'ai apportés lors de cet entretien. Merci à vous également qui nous suivez sur SOS Docteur TV et particulièrement dans votre émission La chaise rouge de Dr Kodong. Merci et à très bientôt. Surtout, restez connectés, suivez toutes les émissions. SOS Docteur TV, c'est votre télé, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Merci d'être passé, Monsieur Lazare. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup.